Bonjour et bienvenue fidèles auditeurs et chers internautes du magazine Débat au féminin. Le plaisir est pour nous de vous retrouver en tout cas dans ce nouveau numéro consacré au discours ou à l'analyse du discours du président de la République sur l'état de la nation. Discours prononcé, vous le savez, le mercredi 11 décembre devant le Parlement réuni en congrès. Premier discours de son second mandat. Un discours présenté comme un bilan de l'année 2024. Alors nous avons sur ce plateau pour en parler Madame Solange Masumbuko. Elle est représentante de l'ONG ADEAC, mais aussi députée nationale honoraire. Bonjour Madame, bienvenue sur nos antennes. Merci beaucoup Isabelle Moengo et merci à la radio Top Congo de m'avoir associée à ce débat sur l'analyse d'un discours politique. À ce sujet, en fait, je suis en train aussi de mener des recherches à ma qualité de doctorante sur la communication publique et donc je me sens à l'aise d'en parler. Alors, on y va avec le sujet du jour. Le président de la République, comme vous le savez, a prononcé le discours, le premier de son second mandat sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Quelle lecture faites-vous de ce discours? Est-ce qu'il est un discours populiste du déjà entendu ou un discours porteur d'espoir, comme certains politiques le déclarent? Bon, pour moi, d'entrée de jeu, je dirais que le chef de l'État s'est présenté dans un discours apaisant, mais dans un discours bilan, parce que les discours de l'État de la nation devant les congrès réunis, l'Assemblée nationale et les sénateurs, c'est un discours bilan, un discours de redevabilité. Et vous êtes sans ignorer que c'est le premier discours de son deuxième mandat, depuis sa réélection, sa brillante réélection en le 20 de l'année passée. Et c'est le premier discours. Et donc, il appartenait au chef de l'État. Après nous avoir entretenus en début de mandat sur un programme de 5 ans, un programme qui repose sur les 5 piliers, il était de son devoir aujourd'hui, une année après, de nous donner le bilan. Et je vous dis que j'ai senti par rapport au discours précédent, en 2023, où on sentait plus un discours électoral, un discours. Mais bien évidemment, parce qu'on était en période électorale. Non, pour un discours devant l'état de la nation, c'est plus un discours de redevabilité et bilan. Et ça veut dire que ça doit être un discours chiffré. Qu'est-ce que tu as fait pendant une année? Cette fois-là, on a senti un discours apaisant, un discours teinté de chiffres, teinté des réalisations, mais aussi un discours. Vous savez que le chef de l'État congolais, il apparaît des fois modeste parce qu'il reconnaît ses erreurs. Il a reconnu qu'on a commencé, la mise en place du gouvernement s'est mis un peu en retard, mais il a pris le gros de son discours sur la situation sociale des Congolais, les attentes des Congolais, la vie chère, les embouteillages, ainsi de suite, la santé, et vers la fin, qu'il a abordé les réformes institutionnelles. J'ai trouvé que c'était un discours bilan, chiffré, mais aussi un discours apaisant. Un discours apaisant alors que cela a suscité beaucoup de réactions, alors des réactions négatives au sein de la classe politique et même la population. Vous savez, notre population non seulement est jeune, mais notre population, nous avons une diversité de cultures, diversité de points de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'un discours devant l'état de la nation se situe dans un discours, dans une communication publique. Et par communication publique, comme le dit si bien Lamizette, l'auteur que j'analyse dans mes recherches, il dit qu'un discours devant la nation, c'est un moment de redevabilité, un moment de rendre compte, mais un moment aussi où
Vous devez faire face à la population. Qu'attend la population? Qu'attend la population sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan humanitaire, sur le plan sécuritaire? Quels sont les grands débats? Quelles sont les grandes avancées? Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que vous êtes là, devant une communication publique, ça veut dire, vous dites, la communication publique qui est faite par une institution, la présidence, représentée par le président, ça veut dire, vous ne faites que rapport de ce que vous avez réalisé. Je prends l'exemple d'un chef d'entreprise qui a un plan d'action, un planning. À la fin de l'année, il doit être capable de déchiffrer ou de présenter en chiffres des résultats, les réalisations et des difficultés rencontrées et les perspectives à venir. Et on a senti vraiment dans le trois quarts que le contenu du discours du chef de l'État a ressorti le vécu quotidien des Congolais. Oui, la simple volonté de maintenir le pouvoir d'achat des Congolais ou d'améliorer l'assiette du Congolais par la baisse de prix du carburant, je crois que c'est une avancée. On n'est pas arrivé là où on devait arriver, mais c'est une avancée. Vous savez qu'à moins d'un dollar, à $1 exactement, vous pouvez avoir un litre de carburant. En réalité, avec maintenant tout le gouvernement réuni et surtout le ministère de l'économie, on devait arriver à la baisse des prix des premières nécessités, des biens des premières nécessités, surtout en cette fin d'année. Vous savez qu'à Kinshasa, les gens aiment bien vivre, bien manger. C'est l'idéal pour toute une population qui a un président élu. C'est tout à fait normal. Il a aussi parlé des réformes sanitaires. Il y a quelques avancées, mais face à une population, 100 000 habitants, vous savez, il faut vraiment une évaluation, il faut un suivi interministériel pour que nous puissions le sentir. Il a parlé des nombres de centres de santé en réhabilitation. Il a parlé même des médecins qui ont été mécanisés. Et mais qu'est-ce qui explique la grève? Oui, parce qu'il parle de la mécanisation des médecins. Qu'est-ce qui explique que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui continuent à se plaindre de ce problème qui tarde à être appliqué? Vous savez, quand tout est au rouge, quand vous êtes en dessous de la moyenne et que vous faites des avancées et que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas sorti la tête, on a l'impression qu'il n'y a rien. Moi, je suis enseignante. Même les enseignants se plaignent. Moi, chef des travaux de son État, pendant que les chefs des travaux, à un moment donné, avaient presque l'équivalent de $700 en francs congolais, aujourd'hui, ce que touche un chef de travaux, c'est $300. Exactement. Pendant qu'à un moment donné, mais à cause de la hausse des dollars et tout, et c'est compliqué. Mais je crois qu'il y a des réformes qui sont en cours. Il y a eu un dialogue avec les enseignants et avec aussi ceux qui nous représentent. Et petit à petit, il y aura des paliers. On ne sait pas. Je ne pense pas qu'un bâton magique le président n'est pas déconnecté des réalités des Quinois, comme certains politiques le déclarent? Non, je ne pense pas. Pourquoi je le dis? Je me rappelle de la sortie médiatique de l'archevêque de Kinshasa, qui avait dit que le président et lui sont d'accord sur tout ce qui se passe au Congo. Le président est informé et l'analyse de la situation catastrophique des Congolais, le président est informé. Mais la seule chose, c'est maintenant mettre les énergies ensemble pour endiguer tout ce qu'il y a qui ne marche pas. C'est ça. Et oui. Donc, quand Tata Cardinal avait décrié certains faits et que sur le plan médiatique, on a commencé à lui jeter et ils ont harmonisé avec le président et il a déclaré devant France 24 que le président a reconnu la situation chaotique dans laquelle vit le Congolais aujourd'hui. Et quand quelqu'un reconnaît,
Ça veut dire qu'il a besoin des filles et des fils de cette nation pour endiguer le mal. Et c'est ça. Et vous savez que le président a reconnu que la mise en place du gouvernement a pris du temps. Et donc, on peut dire que puisque la mise en place du gouvernement a pris du temps, et donc ça a pris un peu de temps. Ça a impacté sur des résultats valables. Mais il appartient aussi à l'opposition de jouer son rôle des sonnettes d'alarme et aussi d'évaluateurs. Vous avez dit ceci, voilà, nous sommes à tel niveau, et comme ça, et les députés aussi. Ils sont les contrôleurs de l'exécutif. Ils doivent le faire avec beaucoup de sérieux et sans trop d'action partisane. Vous avez parlé de tel nombre de routes pour le ministre des ITPR. Où sont-ils? Mais le budget de l'État nous renseigne ceci, et voilà, quand chaque fois, ils doivent nous revenir avec un budget qui n'a pas été exécuté, qui n'a été exécuté qu'à 50%. Ben, quel est le rôle? Le rôle d'un parlementaire, justement, c'est de faire exécuter les budgets, parce que tu votes le budget, tu es l'autorité budgétaire. Et maintenant, au niveau de l'exécution, tu as le pouvoir d'interpeller le ministre, l'exécutif, pour la bonne marche. Oui, vous avez loué justement ou jeté les fleurs au discours du chef de l'État, un discours selon vous qui a bien ressorti le vécu quotidien de la population congolaise, mais le président qui a toujours martelé sur la corruption, cette fois, rien n'a été dit sur les détournements des deniers publics à grande échelle qui s'opèrent ces derniers temps au pays. Je crois qu'à ce stade ou à ce niveau, il y a déjà les parlementaires qui sont des contrôleurs qui doivent faire leur travail. Nous avons l'IGF qui doit faire son travail et maintenant la justice. Et il y a eu tout récemment des réformes ou les états généraux de la justice. Parce que l'IGF se plaignait que lui faisait son travail et que la justice n'en faisait pas le sien. Un mot sur cette question, sur ce problème de détournement des deniers publics à grande échelle? Non, les détournements sont en tout cas, ils ne sont pas à encourager. Les détournements au pays ne favorisent pas l'émergence, non seulement de la classe moyenne, mais l'émergence d'un Congo fort. Ils sont à déplorer. Mais maintenant, il appartient à une justice autonome, une justice, comment dirais-je, une justice à côté de la population et non une justice qui va à double chemin et qui ne plaide que pour celui qui a des avoirs. Il y a eu des états généraux. Ben, faisons confiance à l'exécutif, au chargé de la justice pour que ces réformes soient réellement. Il a fait allusion aux 5000 magistrats recrutés, dont 2500 sont déjà mécanisés. Et donc, on compte sur ces magistrats pour prendre les bonnes décisions et que ceux-là qui doivent s'en remettre, qui doivent entrer en prison, le fassent ou qui puissent rendre ce qu'ils ont pris de l'État parce que c'est inconcevable que dans un pays qui ait autant de détournements. Non, ce n'est pas, c'est déplorable. Mais je crois qu'en faisant, en insistant sur la magistrature, la mise en place, les recrutements de 5000, dont 2500 sont mécanisés et les autres, c'est un processus. Parce que même le budget, c'est une programmation des ambitions que nous aurons, mais petit à petit, il faut des efforts pour fermer les tuyaux et pouvoir donner à la Congolaise de quoi manger, de quoi se vêtir, mais aussi où mettre sa tête en termes de logement. Le président de la République a vanté dans son discours l'économie congolaise qui se porte, si on le comprend bien, parce que marquée par la réduction de l'inflation, la baisse des prix de carburant et certains produits de première nécessité sur le marché. Vous êtes maman, en même temps politique.
Est-ce que ces réalisations, ou je peux dire, reflètent la réalité sur le terrain? Exactement, c'est une question très compliquée et même la main au cœur. Je vais au marché, moi je vais toujours seule pour faire mes achats. Vous savez, le Premier ministre a la très bonne volonté. Et le président l'a dit, avec le maintien du taux de dollar assez stable et la baisse du prix de carburant, en principe, tout devait baisser. Mais ça dépend aussi du contrôle. Vous savez que moi, dernièrement, un carton de poulet Wilkie de poids 11 qui se vendait il y a si peu, il y a une année, à 33 $, je l'ai acheté à 28 $. Mais il y a la surenchère aussi d'autre part, sachant que c'est la fin d'année et qu'il y aura beaucoup d'entreprises, la demande, hein, la loi de l'offre et de la demande, on sent que dans certaines chambres froides, il y a la hausse, il y a la surenchère. Pendant qu'il y a un mois, j'ai acheté ce carton-là à 28 $. Aujourd'hui, je suis allée dans cette même chambre de froid, dans la même chambre froide, il y a moins d'une semaine, il y a eu hausse. Ça veut dire que les résolutions qu'on prend doivent être accompagnées de contrôle. Mais le ministre le ministre d'État en charge de l'économie a fait une descente sur le terrain pour vérifier si réellement la baisse de prix est appliquée. Mais je crois que les vendeurs ont dit qu'ils devaient terminer l'ancien stock et essayons de voir encore cette semaine. Alors, le président n'a donc pas raison de s'auto-satisfaire par rapport à ces résultats. Parce que sur le terrain, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre parce que nous, les Congolais aussi, nous sommes mauvais. Quand les vendeurs des produits font la surenchère parce qu'il y a une forte demande, plusieurs entreprises cherchent à acheter, etc. Et que maintenant, la loi de l'offre et de la demande, ils essaient de hausser. Il appartient à l'État de punir. Mais on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc, il y a la volonté de baisser des prix, mais il y a certains Congolais méchants qui n'aiment pas le Congo, qui pratiquent la surenchère. Voilà un autre dossier qui fait couler encre et salive. C'est en rapport avec les infrastructures annoncées pour 2025. Le président s'est engagé à réhabiliter au moins 38 000 kilomètres des routes de desserte agricole. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Exactement, 38 000 kilomètres de routes de desserte agricole, ça veut dire ce sont des routes qui seront maintenues par des cantonniers manuels. Et donc, ce n'est pas des routes, comme on appelle, macadamisées tous. Mais c'est des routes qui seront faites en terre battue, en terre jaune, et qui seront maintenues par des cantonniers. C'est possible. Vous savez que quand il y a la volonté, c'est possible. Il a dit combien de kilomètres chaque mois pour arriver à 38 000 jusqu'à la fin de l'année? Grâce à cet apport ou à cette révision du contrat chinois, c'est 7 milliards qui seront déboursés en 10 ans. Et encore que ces 7 milliards, ce n'est pas du coup, c'est possible d'avoir de routes à desserte agricole. Parce qu'il y a des routes comme Guidina. Mon mari est ingénieur. Il faudrait réhabiliter combien de kilomètres pour les 5 ans qui nous restent? Non, pour 2025, le président l'a annoncé pour 2025. Pour les 3 ans à 4 ans qui nous restent, c'est faire les calculs. Le président parle de 2025. Il va réhabiliter 38 000 kilomètres des routes. Mais c'est justement... Et il faut le dire, il y a déjà des calculs au sein aux alentours de 10 000 kilomètres politiques. Aux alentours de 10 000 kilomètres. Il ne faut pas faire le calcul d'1 kilomètre de route en butime. Ce n'est pas ça. La route de desserte agricole est en tout cas un peu moins
largement moins. Il Donc, suffit d'avoir des engins. On doit croire que d'ici 2025, à la fin de l'année, on aura 38 000 kilomètres de routes de desserte agricole. C'est possible, si et seulement si le pouvoir de contrôle fait son travail et le pouvoir exécutif fait le sien. Et le pouvoir judiciaire aussi fasse. Parce qu'il faut que les trois pouvoirs soient distincts. Exécutif, le président a ses piliers, les 6 piliers. Il l'a dit. Et maintenant, il appartient à chaque gouvernement ou à chaque ministre de les traduire en actions concrètes, mesurables. Et chaque année, nous pouvons... la Première ministre a promis dernièrement de faire une évaluation des ministres. Nous attendons cette évaluation. Et voir concrètement. Vous croyez aussi à l'arrivée des bateaux de pêche 8? Si, j'y crois parce que non seulement j'ai entendu parler par le ministre concerné, mais aussi je crois que cela va apporter un ouf. Parce que c'est inconcevable mais que nous ayons... Mais c'est une promesse qui revient souvent. Jusque-là, l'année passée, on a promis 2 ou 7 bateaux de pêche qui ne sont pas arrivés. En faisant une lecture du budget de cette année, on voit très bien, et de l'année passée, en faisant une petite lecture, on sent qu'il y a quand même des projets qui sont déjà inscrits dans les budgets et on ne peut que croire si c'est budgétisé. Donc, on ne peut que croire. Et on a vu le ministre de la Pêche qui l'a dit. Vous savez, c'est étonnant de voir que nous avons le pays le plus poissonné et nous importons des chinchards, nous sommes là et nous subissons la surenchère des hommes d'affaires avec ces bateaux-là. Je crois que ça sera un petit pouce, mais on ne doit pas s'arrêter à 5 bateaux pour un pays continent. 5 bateaux, ça ne doit être que le premier lot. Il en faut encore. Et dans surtout les régions qui sont côte à côte avec des eaux, des rivières, le fleuve, je crois que ça sera quand même un ouf. Hein? Vous savez, d'ici même 2025, vous y croyez fermement? Moi, j'y crois parce que le président l'a dit et je crois à notre assemblée conduite des mains de maître du président Caméré qu'il va exercer un contrôle républicain, citoyen, si je peux le dire. Parce que si tu aimes ce pays, il faut exercer, il faut laisser les députés exercer leur contrôle. Dire la vérité... À quelques heures de la rencontre avec le président Paul Kagame. On ne sait pas cacher la vérité. C'est un fait. Mais on n'ignore pas que pour l'ennemi, il faut le pousser. Il faut le pousser et il faut lui dire, au-delà même de ce qu'il fait, il faut le dire à tout le monde. Et comme ça, dès que vous allez négocier, vous arrivez à un terrain, parce que c'est un jeu d'intérêt. Aujourd'hui, le projet de Lobito, mais c'est pour les minéraux stratégiques du Congo. Mais c'est la RDC qui serait, selon une certaine opinion, perdante dans ce projet. Mais si nous n'avons pas eu à mener des réflexions anticipatives pour dire ce que nous voulions, mais nous n'avons qu'à subir et ensuite maintenant essayer de voir comment rectifier les tirs. Pas nécessairement. Ce sont nos minéraux, le corridor va passer chez nous. Nous devons essayer, avec des spécialistes en la matière, en géopolitique, de voir comment anticiper. Parce que c'est comme si toutes les nations viennent au Congo pour négocier les minéraux stratégiques. Aujourd'hui, nous sommes le poumon mondial parce que nous avons une bonne partie de la forêt d'Afrique, une bonne partie. Mais nous devons transformer ça, comme il a dit, hein, nous devons transformer ça en richesse. Si nous sommes le poumon d'Afrique, si nous sommes la solution, mais le président l'a dit, il l'a reconnu à la fin, il dit transformons nos richesses en pouvoir d'achat réel. Si nous essayons d'évaluer, comme le ministre de l'Aménagement a dit qu'il allait essayer de faire une évaluation
de nos richesses forestières, de nos espaces, évaluer cela en monnaie locale et ainsi aller auprès des partenaires pour parler d'égal à égal parce que nous aurons évalué. Aujourd'hui, il y a la monnaie fiduciaire. Ça veut dire une monnaie, mais en réalité qui n'est pas du papier. Ça veut dire nous avons des forêts, nous avons des richesses. Nous pouvons négocier maintenant des grands projets forts de ces richesses que nous détenons. C'est comme, je vais vous donner un exemple d'une maison. Vous avez votre certificat d'enregistrement, vous allez chercher une dette à la banque. Vous le déposez, vous donnez votre certificat d'enregistrement comme une gage, non? Et ensuite, vous utilisez l'argent dès que vous remettez. Et c'est ça que nous devons être capables de capitaliser nos forêts, capitaliser nos espaces, les capitaliser, les évaluer en termes chiffrés, en richesse. Et maintenant, que ceux-là qui veulent investir ici, fort de ça, viennent maintenant investir. Est-ce que ça va résoudre le problème de la guerre à l'Est? Ça peut résoudre le problème à l'Est si nous démontrons que nous sommes riches et que nous pouvons capitaliser ces richesses-là pour l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je crois que ces partenaires-là auront peur et ils vont commencer à venir négocier directement vers nous. Mais c'est un processus de longue haleine. Vous savez que nous n'avions plus une armée républicaine. Il y a eu des réformes depuis le mandat du chef de l'État, plusieurs réformes, notamment les réformes en termes de l'armée et aussi de la police. Et même le ministre de la Sécurité, il en parle. Et ces réformes-là, il faut poursuivre ces réformes. Le président rencontre, sauf imprévu, demain le président rwandais. Êtes-vous pour ou contre? Pour certains, ce ne serait pas une bonne option. Non, moi j'ai toujours été pour la diplomatie, pour l'échange, le dialogue. Parce que du dialogue, du tête-à-tête, il y a toujours des solutions qui se trouvent. Parce que tout ne doit pas être exposé à la population. Mais cette rencontre-là, c'est pour dire au président Kagame de libérer notre pays et de reprendre ces M23. Et ainsi, nous, dès qu'il aurait fait cela, nous devons maintenant sécuriser cette population, ramener ceux qui se sont déplacés dans leur coin, sécuriser, ça veut dire les organiser. Et il y a beaucoup, c'est tout un processus, parce qu'il y en a plusieurs qui profitent de cette guerre. Il y en a maintenant, ceux-là qui profitent de cette guerre, comment capitaliser ou comment inverser la vapeur, comment les amener à profiter de la paix en instituant une bonne gouvernance, une bonne sécurité, mais aussi des opportunités. Comment transformer ceux-là qui trouvent leurs opportunités dans la guerre, mais que dans la paix, qu'ils aient ces mêmes opportunités. C'est ce que nous devons réfléchir. Est-ce que ce n'est pas une humiliation pour le pays, parce que le président, au départ, était catégorique à ce sujet? Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, moi, je pense qu'en ce moment précis, nous devons parler sincèrement avec Kagame. Il le sait. Maintenant, nul n'ignore. Et aussi, nous devons aussi coaliser avec les médias. Parce que, vous savez, au Rwanda, c'est tout le monde qui défend son pays. Il y a cet amour du pays que je trouve un peu excessif. Il nous appartient aussi au Congo en matière de sécurité. Nous devons être unis, et l'opposition et la majorité. Pour le pays, nous devons faire front commun. Je crois que le chef de l'État seul, il ne peut rien. Il doit compter sur l'apport de tout le monde, sectoriel. Et donc, toutes ces résolutions doivent être transformées en actions concrètes par le gouvernement. Parlons maintenant de réalité quinoise. On parle du phénomène Kuluna. Le président de la République l'a aussi évoqué. Il a préconisé notamment la réinsertion des Kuluna en les rendant utiles pour la nation et en faisant de les bâtisseurs, comme c'est le cas avec le service national. Mais il a aussi été strict
en disant, je le cite, « L'État restera, c'est ça la phrase que je cherchais, intraitable face à ceux qui tourneront le dos à ces propositions. » Votre réaction? Non, mais Isabelle Moengo, c'est anormal que tout le temps on se plaigne de Koulouna, de désœuvreux. Et finalement, c'est comme si quand ils entrent, ils vont en prison et après ils sont relâchés. Finalement, c'est un cercle vicieux. La première proposition, la réunification, la réinsertion sociale de ces Koulouna qui sont transformés en bâtisseurs, c'est ça l'option pour ceux-là qui veulent vivre. Mais l'autre option, c'est carrément s'opposer à la peine de mort. Tous ces Koulouna qui tuent plusieurs personnes dans les rues. Mais si on apprend qu'on a tué un, qu'on a tué un autre, les autres auront peur, ils ne les feront plus. Mais ça, c'est quel pays? Une mauvaise note pour le pays à l'étranger. À l'étranger, mais maintenant, restons d'abord en interne. Parce que vous vous rappellerez, moi je me rappelle quand il y avait des gouverneurs, j'étais très petite où j'ai entendu parler, il y avait des gouverneurs non originaires. Je crois bien c'était le gouverneur Mwando au Sud Kivu. Il semble que lui disait, vous attrapez un voleur, vous le tuez. Et le vol avait baissé. Il y a des réalités que nous devons contextualiser selon nos contextes. S'il y a d'autres réalités au niveau de l'international, ils ont déjà dépassé ces niveaux. Mais nous, au pays, il faut maintenir, il faut de temps en temps observer une réaction musclée. Comme ça, au moins que l'État retrouve. Imaginez, moi, des fois, je suis offusqué. Tu vois un pauvre policier qui demande à un particulier de s'arrêter parce que c'est sans cynique. Le particulier qui n'entend même pas, qui ne donne pas à l'État ce pouvoir-là. Il est temps que l'État reprenne le pouvoir par le ministère de l'Intérieur. Mais trop, c'est trop. Mais ça ne va pas. C'est comme si ils font tout ce qu'ils peuvent faire et personne ne peut toucher. Peine de mort, vous êtes pour cette option? Moi, je suis pour cette option pour qu'on maintienne un peu la sécurité dans les grandes villes comme celle de Kinshasa. Le maintien de la peine de mort pour des cas bien identifiés, je suis pour cela. Et le président, on va commencer déjà à chuter, à parler de la réforme constitutionnelle pour que les choses aillent mieux. Cette ferme détermination du chef de l'État ne risque pas de créer des tensions? Quand on sait que déjà l'opposition s'y oppose catégoriquement. Vous savez, le président, pendant qu'on attendait assez que peut-être la moitié de son discours ne parle de la Constitution, le président a réservé les réformes institutionnelles, les réformes constitutionnelles vers la fin. Moi, je trouvais que c'était un ton conciliant. Il dit il faut une réflexion nationale sur ces réformes. Mais le comble, c'est qu'il y a déjà des préjugés. Il y en a qui pensent que se mettre ensemble pour réfléchir sur des réformes constitutionnelles, ça veut dire donner le 3e mandat au président. Ça, c'est une bonne partie de la population qui pense cela. Il y a une autre qui pense qu'il est temps qu'on se regarde droit dans les yeux pour, de manière sans parti pris, réfléchir sur certaines réformes constitutionnelles utiles au développement de la population. Et cela, pour y arriver, il faut que les filles, toutes les filles et les fils de ce pays se mettent ensemble pour réfléchir sur les réformes réelles de notre Constitution. Imaginez, je prends juste les réformes réelles dans les volets économiques, dans les volets sociaux, dans les volets politiques et dans plusieurs volets. Si nous regardons droit dans les yeux, sans être juge et parti. Ça veut dire le président, lui qui initie et qui a le droit d'initier, malheureusement, est mal vu parce qu'on croit qu'il cherche seulement à se maintenir au pouvoir, à chercher un 3e mandat. Pendant que ce n'est pas d'abord le cas. Il n'a pas évoqué ça. Il a évoqué dans son discours
que si il serait opportun de réformer ou revoir la Constitution, c'est parce que déjà au début de son mandat pour former le gouvernement, il a eu des problèmes, il a eu des difficultés, il a été buté au problème de temps. Pour moi, il n'y a pas que ce point de vue-là. Il y a plusieurs aspects de notre Constitution qui méritent, sans parti pris, cette insistance sur le temps qui fait craindre. L'insistance sur le temps, on peut même aller plus loin. Mais c'est que Kabouya avait dit que c'est comme si le chef de l'État n'avait que 3 ans. C'est son point de vue, c'est son argumentaire. Mais il y a aussi d'autres argumentaires qui estiment que ce pays, ce grand pays, devrait avoir des réformes structurelles réelles, surtout en matière économique. Imaginez que dans ce pays, il n'y a pas de banque, une seule banque congolaise. Toutes les banques, ce sont Je ne dis pas que c'est parce que la Constitution ne le permet pas, non. Imaginez aussi sur le plan de la représentativité des femmes. Pendant que constitutionnellement, nous avons 50%, mais sur le plan électoral, c'est difficile d'avoir 50% des femmes représentées dans le Parlement. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Malou Malou le disait déjà, l'abbé Malou Malou, des tristes. Manuel le disait, il y a moyen de faire une réforme de la Constitution, afin que la Constitution puisse intégrer que le tiers, dans les circonscriptions où il y a 3 sièges, que le 1/3 soit réservé à la compétitivité de la femme. Et ce qui est normal pour 52% de la population, mais quand vous arrivez aux élections, il n'y a que 10% qui se retrouvent. Les autres pays ont trouvé des mécanismes. Mais nous aussi, nous pouvons passer par une petite révision. C'est pourquoi il faut changer. Ce n'est pas que pour ça. Je n'aimerais pas entrer déjà dans le débat secteur par secteur. Voilà pourquoi il a dit qu'il faut qu'il y ait une réflexion nationale qui fait appel aux fils et aux fils, afin de revoir les réformes possibles à mener sur le plan économique, politique, social, sanitaire et sur tous les plans. Moi, je crois que si et l'opposition, la majorité, tout le monde, tous les intellectuels se mettent dans ce débat et que ça soit une commission qui sera gérée par une personne qui n'est ni de ce camp ni de l'autre camp, ça serait intéressant. Et que toute l'opposition soit intégrée dans cette commission, afin que, sans arrière-pensée, nous puissions penser la RDC, repenser certains articles qui pourront nous aider pour le bien de cette population. On ne peut pas entrer dans les détails maintenant, mais aussi je pense que le président a essayé d'apporter une lumière quand il était au Katanga, en se disant il ne faut pas qu'on lui prête des intentions de se pérenniser au pouvoir. Parler de la réforme constitutionnelle ne veut pas dire se pérenniser au pouvoir. Encore une fois, nous faisons confiance au chef de l'État. Il l'a dit. Nous pensons que les filles et les fils de ce pays qui vont réfléchir, tous qui allons réfléchir sur ces réformes constitutionnelles, nous allons d'abord mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant-plan. Moi, par exemple, j'ai toujours été pour 7 ans au lieu de 5 ans. Mettre 7 ans, ça c'est mon point de vue. J'ai des argumentaires pour soutenir cela. Alors, le président de la République, pour chuter, a noté un progrès significatif dans la gestion des choses publiques. Il a parlé des réalisations, comme vous l'avez dit au début, chiffres à l'appui, je voulais dire, et des projections pour l'année 2025. La population doit-elle y croire? Moi, je crois que, en tant que Congolais, Congolaise, je vous dis, nous devons non seulement aimer d'abord le pays et ensuite croire. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. En croyant à un discours, il nous appartient de l'analyser et de ressortir des actions mesurables, palpables, et ainsi
dans chaque domaine, avoir des sortes d'évaluateurs pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il appartient donc à l'opposition de marteler sur ce qui ne marche pas et de donner des voies de sortie. Donc, c'est à l'opposition de donner le plan de sortie de chaque chose. Ce n'est pas seulement refuser. Moi, je suis souvent impressionnée quand je vois dans chaque villa, dans chaque parcelle américaine, le drapeau américain. Ça veut dire, au-delà de tout, c'est l'Amérique qu'ils défendent ou rien. Et nous devons être au niveau où, au-delà de tout, c'est le Congo qui doit gagner. Parce que c'est décevant. Je suis enseignante de formation. C'est décevant de voir, par exemple, certaines universités qui ne répondent pas aux critères et où les enfants souffrent. C'est décevant. Mais pendant que ces enfants, c'est eux qui vont diriger le Congo et donc on doit donner les meilleurs. C'est décevant de voir qu'on doit passer du temps, des embouteillages, son temps de recherche, son temps que tu peux capitaliser autrement, que tu dois les passer. Dans les embouteillages. Dans les embouteillages, c'est décevant. Je crois qu'il y a des réformes, il y a aussi Vous êtes pour les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour réduire ces embouteillages? J'appuie cela parce que moi, aujourd'hui, en venant de la ville, en venant ici à Lupin, j'ai fait moins d'1 heure, c'est déjà beaucoup. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a les routes de contournement qui doivent finir. Ils ont commencé, qui doivent aider à désengorger. Ensuite, nous avons aussi à refaire les voies ferrées et à construire d'autres voies, trains et autres tramways comme les autres pays. C'est sur ça qu'on nous attend. Les grandes villes comme Kinshasa, c'est ça les opportunités. Nous devons échanger projets de modernisation de la ville contre minéraux. Ça, je suis d'accord. Et aussi, vous savez que Dubaï a été construit en moins de 5 ans. Et petit à petit, donc c'est un problème de volonté politique. Il faut une volonté, mais il faut aussi un suivi. C'est un problème de suivi aussi. Doit-on croire ou pas, pour finir, aux projections ou aux engagements du chef de l'État pour l'année 2025? Du moment que ces engagements se situent dans les 6 piliers, nous devons y croire. Parce que à chaque année, nous devons interroger les 6 piliers qui ont été si bien sélectionnés. Et tout le Congolais doit retenir les 6 piliers comme un récital dans sa tête pour ainsi, chaque année, questionner ces piliers-là et à la fin du mandat, être capable de se regarder droit dans les yeux pour voir. Mais l'économie congolaise a-t-elle été construite et elle est devenue compétitive? Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, protéger les territoires. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de réformes, beaucoup d'initiatives, même pour une armée forte. Mais aménager les territoires, mais essayer de voir comment aménager les nouvelles villes et d'autres communes, garantir l'accès aux services sociaux des bases, la santé. Aujourd'hui, nous avons l'hôpital Renaissance et plusieurs hôpitaux qui seront construits et tas de choses. Capacité des Congolais à participer, renforcer les capacités des jeunes à la création d'emplois, mais aussi à participer à construire le pays. Pas seulement tu termines, tu attends qu'on te donne du boulot, tu crées. Et gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République. Aujourd'hui, nous nous appelons pays solution. Mais comment nous capitalisons cela? Et moi, je crois que tout cela, si nous avons la ferme volonté, je crois que ceux qui sont ailleurs doivent revenir pour qu'ensemble, nous puissions bâtir ce pays. Ce pays nous appartient. Nous n'avons pas de pays. Voilà. Aujourd'hui, nous ne devons pas être en dehors des réalités qui sont les nôtres. Tout en les acceptant, nous devons nous mettre ensemble pour endiguer le mal congolais. Voilà qui met un terme à ce magazine qui a reçu pour vous Madame Solange Masumbuko, qui est représentante de l'ADEAC, mais aussi députée nationale honoraire. Avec elle, on a essayé d'analyser le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, discours qui a été prononcé le mercredi 11 décembre. Vous avez suivi
suivi la réaction ou l'analyse de Madame Solange Masumbuko dans ce magazine. Merci Madame d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on dit également merci à Miguel Mena qui a été à la coordination. Mamichela nous a aidé dans la préparation. On dit également merci à Patrick Mongongo et Théo Lusakweno qui ont permis la diffusion de cette émission via notre chaîne YouTube. Merci également à Jacques Nzinga qui était à la prise de son. Grand merci à vous aussi, chers auditeurs, qui nous avez suivis ici et partout ailleurs dans l'espoir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.